Salut Sophie. Salut Florian. Salut Victor. Salut Florian. Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Oui, l'équipe est au complet puisque ça fait 1 an que le Courrier de la Sterne existe. Comment ça va Sophie? Comment ça va Victor? C'est à Victor qu'il faut demander ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Eh ben ça va super bien. L'eau a eu le temps de couler sous les ponts depuis. J'ai terminé mon master et puis je vais rentrer dans la vie professionnelle. Incroyable. Oh. Alors toujours dans les oiseaux? Eh ben en fait je vais être chargé d'études dans un bureau d'études à Toulouse en tant que fauniste. En fait ça va dépendre tout simplement de la saison. Et du coup, oui, oiseaux, ce sera plutôt printemps et hiver, et le reste du temps, ce sera Antobo, Kiro, Herpeto, etc. Super ça. Fantastique. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas Victor, c'est la personne qui m'a accompagné dans les premiers épisodes du Courrier de la Sterne jusqu'au 16e épisode. Et puis Victor a eu son destin entre ses mains puisqu'il devait poursuivre ses études. Et c'est pour ça qu'on a arrêté le Courrier de la Sterne. Et je suis très très content de t'avoir Victor pour cet épisode. Qu'est-ce que ça te fait Victor de fêter les 1 an du Courrier de la Sterne alors que ça fait quasiment 2 ans que l'émission existe? Eh ben écoute, c'est quand même une satisfaction de voir que ça continue, que l'émission continue de vivre. Et je suis quand même content de voir finalement que ça se poursuit, quoi. Eh ben écoute, merci beaucoup à toi d'avoir participé à la première saison. Et puis évidemment Sophie a pris la suite à partir de l'épisode 17. Sophie que vous retrouvez bien évidemment toutes les semaines avec moi dans le Courrier de la Sterne. Comment ça va Sophie? Oh bah ça va mieux que la semaine dernière, je suis un peu moins malade, ça va s'entendre à ma voix je pense. Effectivement, ça s'entendait un petit peu, mais bon, c'est pas spécialement très grave. Sophie, on a fait la grande majorité des épisodes de la première saison ensemble. Qu'est-ce que ça te fait d'arriver au bout de cette première saison du Courrier de la Sterne? Bah écoute, c'était une belle aventure, j'ai bien envie que ça continue. Bon, si ça te va, évidemment. Ah bah moi évidemment, je suis partant, c'est... Évidemment. Mais d'ailleurs, parlons d'émission, parce que oui, on a une émission à faire. Comme vous en avez l'habitude, eh bien, chacun a préparé un sujet, sa dernière découverte ornithologique lors des 7 derniers jours. On va être 3 aujourd'hui, donc ça va être une émission un petit peu plus longue que d'habitude. Qui veut commencer? Peut-être honneur à celui qui nous a quittés il y a un temps, pour peut-être mieux nous retrouver maintenant. Victor. Allez, très bien, je vais commencer. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'une nouvelle qu'il y a eu. Alors, c'était pas les 7 derniers jours... Les 7 dernières années, c'est... Mais ça fait longtemps que t'es pas là, donc ça marche. Mais on va dire que ça compte quand même, tiens. Voilà. Donc, en fait, il s'agit d'un sujet que j'ai approfondi cette semaine, parce qu'au final, sur le moment... où l'annonce était sortie, je m'étais pas spécialement renseigné plus que ça. Et en fait, c'est un sujet très intéressant. Il y a une annonce qui a été faite le 1er novembre 2023. L'AOS, donc l'American Ornithological Society, avait décidé d'entamer un changement d'ampleur sur les noms communs des espèces d'oiseaux nord-américaines. Donc en fait, si on rentre un peu dans vraiment le détail du processus, en août, il y avait un comité spécial formé par l'AOS qui a recommandé de réaliser un changement de nom commun sur l'ensemble des espèces nord-américaines qui résultait d'une éponymie, c'est-à-dire portant le nom de quelqu'un. Et c'est donc le 1er novembre que cette mesure a été acceptée par l'ensemble de l'AOS, qui reconnaissait, elle, le fait qu'il s'agit d'un processus long, qui va s'étendre sur beaucoup de temps, sur des années, et donc pendant lequel il va falloir consulter les ornithologues professionnels et amateurs, les ornithologues de terrain et de bureau. En fait, c'est quelque chose qui va nécessiter une très grande quantité de changements. Ah oui, donc ça va pas se faire du jour au lendemain. Moi, je pensais que ça allait se faire en l'espace d'un traité au bout d'une année. Non, ça va être beaucoup plus long que ça, du coup. Ouais, en fait, effectivement, il va y avoir une certaine quantité d'oiseaux qui vont être changés au bout d'1 an. Cette année-ci, en 2024, c'est pas loin de 70 à 80 espèces qui vont être changées. Et ce sont les espèces qui portent des noms, je cite, entachés par le racisme ou la misogynie, selon l'AOS. Donc en effet, comme le dit
Elizabeth Penici, dans un article publié dans Science, ces dernières années, les sociétés scientifiques et les institutions académiques ont subi des pressions croissantes pour changer le nom des espèces, des revues, des prix, des programmes et des installations qui honorent des personnalités ayant commis des atrocités. Et donc, en fait, pour donner un exemple rapide, la Wilson's Warbler, nom scientifique Cardellina pusilla, pourrait être changé en typiquement le Black-capped Warbler, qui décrirait mieux l'apparence de l'oiseau et qui retirerait le nom, ce faisant, de Alexander Wilson, qui est une personnalité relativement connue du 19e siècle. C'est un ornithologue, mais qui, visiblement, vu le changement, doit être relativement controversé aux US. Peut-être même le père fondateur de l'ornithologie, non Alexander Wilson aux États-Unis, non? Oui. Ouais, c'est un peu dommage de retirer son nom quand même, parce que là, il y a toute une dimension historique, non? Eh bien, tout à fait, ouais. Et en fait, il y a eu des réflexions par la Société ornithologique américaine sur comment réaliser ce changement, parce que ça reste quand même un changement d'ampleur. En fait, certaines personnes pensaient qu'il fallait changer uniquement les noms qui rappelaient des personnalités racistes, misogynes, etc. Des gens qui avaient eu des engagements forts sur ce genre d'idées plutôt nauséabondes. Et d'autres qui considéraient que, en fait, pour faire un changement global, pour empêcher, entre guillemets, la catégorisation des personnalités historiques dans tel ou tel... enfin, comment dire ? Par exemple, que telle personne a tel degré de racisme ou que sais-je, ce qui est super dur à déterminer au final au cas par cas. Et donc la plupart des ornithos se sont mis d'accord sur le fait de changer tous les oiseaux portant des noms, peu importe que ce soit positif, négatif, neutre, des personnalités ayant eu beaucoup d'impact dans l'ornithologie ou pas du tout. Le but qui s'est dessiné, ce serait justement de faire complètement table rase. Bah, du coup, tu fais un peu table rase du passé quand même, non? Je veux dire, c'est un peu dommage. Après, c'est mon avis, hein, mais il y a quand même une histoire derrière ces noms, non? Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et en fait, ce genre de changement ne fait pas vraiment, de ce que j'ai pu comprendre, l'unanimité dans la communauté des ornithos nord-américains. En fait, il faut savoir que sur les réseaux sociaux, évidemment, il y a eu un sacré retour de bâton de la part d'une partie non négligeable de passionnés. Et une personne de l'AOS, Pam Rasmussen, a expliqué « Il y aura des gens qui seront tristes de voir changer les noms avec lesquels ils ont grandi ou les noms qu'ils ont appris et utilisés pendant de nombreuses années. » Et évidemment, comme tu l'as dit, ça peut aussi supprimer une dimension historique de la pratique de l'ornithologie. Ça va impacter sans doute en cascade aussi d'autres noms, voire même, je ne sais pas si on parle des noms latins, si les noms latins pourraient être changés. Non, ceux-là tu ne pourras pas les changer, il y a un problème de nomenclature derrière, il y a des règles très strictes à ce niveau-là, ça se changera pas comme ça. Ok, ça marche. Ouais, exactement comme l'a dit Sophie, les noms latins c'est beaucoup plus compliqué à changer. Il y a tout un tas de règles, de nomenclature zoologique. Généralement au niveau des noms latins, c'est la stabilité qui est toujours favorisée. Alors bien sûr en excluant la taxonomie des champignons qui elle est un foutoir sans nom, mais là c'est totalement autre chose. C'est autre chose ça, oui. Essaye les lichens aussi, tu vas voir. Lichen et champignons, c'est une catastrophe absolue. Et après, nous, on se plaint ornithologue quand il y a des oiseaux qui changent de catégorie. Non, mais c'est assez intéressant ce que tu dis parce que il y a effectivement des oublis qui vont se faire et j'espère qu'il y aura des intégrations qui vont se faire. On a eu l'occasion la semaine dernière, tu n'étais pas là Victor, donc je t'en parle, d'évoquer le cas d'Elizabeth Kerr, qui est une ornithologue colombienne qui a notamment découvert certaines espèces d'oiseaux, dont le tinamou choco, qui n'est pas nommé tinamou de Kerr, alors que ça pourrait totalement être un oiseau qui pourrait voir son nom changer, réhabiliter aussi dans ce sens-là les personnes qui ont marqué l'ornithologie, qu'on oublie un peu trop souvent. Ça peut être aussi une porte d'entrée. Je ne sais pas s'il y a des réflexions qui sont menées là-dessus. Mais... il me semble justement que tout ce qui va concerner les noms de personnalités, c'est un nom, et malheureusement un nom non négligeable. Selon l'AOS, il s'agirait en fait de vraiment remplacer tous les noms de personnalités et en fait de rajouter à la place soit le biotope dans lequel vit l'animal, soit une particularité physique. Peut-être même parfois les deux, mais c'est vrai que ça va être complètement au cas par cas.
Intéressant. Ouais, Il y ça avait fait beaucoup il de y avait la changements. Audubon Society qui devait changer de nom aussi, il me semble, l'année dernière, qui n'a pas changé de nom d'ailleurs, mais c'était sur la table et je crois qu'en mars dernier, ils avaient décidé de ne pas le faire, ce qui a provoqué un peu comment dire, la polémique aux États-Unis vis-à-vis de cette promesse entre guillemets qui avait été non tenue. Parce que Audubon est l'une des cibles privilégiées des personnes qui veulent changer effectivement le nom de ces oiseaux. Donc il y a aussi le nom des institutions à voir, à savoir si ces institutions vont également changer de nom. En fait, Bah, aussi un après, sujet. Hmm. c'est un problème un peu dans toutes les sciences dernièrement, j'ai l'impression, et en histoire aussi. Voire même en géographie, parce qu'il y a des places, il y a des endroits, des lieux qui sont nommés d'après des personnes, et bah, des fois, tu as envie de changer le nom de la rue parce que ça correspond plus trop à l'esprit actuel. Mais faut pas oublier Ouais. quand même que c'est historique. Alors, plutôt que de détruire une statue, pourquoi ne pas la déplacer et mettre un petit cartel en disant voilà, cette statue a été érigée en telle Ouais, année, bah il y oui. avait telle croyance à l'époque, il y avait telle chose. Bon, tu vas peut-être pas la laisser sur la place publique, mais tu vas quand même la conserver d'une manière ou d'une autre. Est-ce qu'on pourrait pas faire pareil pour ces espèces d'oiseaux en mettant peut-être plusieurs possibilités dans la manière de les nommer? Je trouve que c'est un peu radical quand même comme truc à faire. Mais je Bon, pense que après, je pense que c'est ce qui va se passer. À mon avis, on va garder les deux dénominations qui vont coexister ensemble. hmm, Et l'avenir nous dira laquelle sera la plus usitée par la suite. hmm, Mais je pense que ça va se dérouler de cette manière-là. Je prends l'exemple de la mésange à longue queue et de l'orite à longue queue parce que c'est un oui, exemple qui parlera aux Français. hmm, Mais voilà, qu'on dise mésange à longue queue, orite à longue queue, bien qu'il y en ait un qui est scientifiquement plus correct, à savoir orite, si vous dites mésange à longue queue, on vous comprendra. Donc je pense que les deux vont coexister de cette manière-là. Eh bien, tu fais très bien d'aborder ce sujet justement parce que c'était un cas que je souhaitais développer plus tard. Mais juste avant d'en parler, en fait, ce sujet, cette nouvelle m'avait fait réfléchir sur une problématique justement. Quand je lisais les articles anglophones qui parlaient Mm. justement de ce changement de nom, c'est quid de l'usage de ces mêmes noms hmm. communs par les anglophones autres qu'américains. En réalité, c'est des changements qui ont été commandités par des États-Uniens pour des États-Uniens. Mais qu'en est-il des ornithos anglais, australiens, néo-zélandais? Est-ce que toute la communauté anglophone est pour ce type de changement de nom commun? Est-ce que c'est quelque chose qui va au contraire être clivant au sein de cette communauté linguistique? Est-ce que c'est quelque chose qui risque d'être accepté Moi partout autour du personnellement, globe? j'ai davantage vu que ça bougeait aux États-Unis, mais au Royaume-Uni ou dans d'autres pays, ça a pas l'air de trop se poser la question. Donc je pense Non. que Moi, je peux c'est pas. t'assurer que là où je suis, ils se posent absolument pas la question, ils en ont absolument rien à faire. Ouais, ouais, Voilà. je pense je pense qu'il n'y a pas va pas spécialement y avoir de répercussions sur l'intégralité de la sphère internationale. Après, on verra au fur et à mesure du temps, hein. Et c'est ça, mais en fait, est-ce que finalement ce phénomène va pas... Est-ce que ça va pas créer un phénomène de nom commun exclusivement utilisé dans telle ou telle partie du globe, dans tel ou tel pays? Et au final, lorsqu'on voudra parler d'une certaine espèce en Angleterre ou en Nouvelle-Zélande, est-ce qu'il n'y aura pas l'usage d'un second nom Non. commun qui sera pas reconnu par Ouais, la c'est ça. communauté des ornithos locaux? Bah, je pense pas, parce que de toute façon, chaque pays et chaque langue a son nom différent pour les oiseaux, donc ça fera juste une différence de langue, comme on a déjà des termes différents en anglais, Hmm. anglais hein, d'Oxford et en anglais américain. C'est Mhm. normal. Ça changera pas grand-chose de plus, je pense. On a tous nos petits mots spéciaux pour certaines bestioles de droite et de gauche, donc ça fera juste une petite diversité de plus, c'est pas si grave. Oui, après, effectivement, il Hmm. y a quelques noms vernaculaires, mais en tout cas de dialectes qu'on Mhm, utilise de temps en temps. On a le hoche-queue, par exemple, en France, mhm. qui ne désigne pas spécialement une espèce existe, enfin si, qui désigne le rouge-queue. Mais voilà, c'est le terme rouge-queue qu'on utilise, donc peut-être aussi qu'il va y avoir ces dialectes-là qui vont se mettre en place. Ouais. On verra, on verra. C'est quand que Hmm. rentrent en vigueur ces nouveaux noms, Victor? Eh ben, la décision sur les 70 à 80 espèces
dont j'avais parlé plus tôt va se dérouler en 2024. Le changement va s'étendre sur tout 2024. Et ensuite, c'est quelque chose qui va vraiment s'étaler sur le temps. Je pense pas que l'objectif de l'AOS, ça va être de faire de gros comptes rendus annuels comme il y a une checklist Clements, par exemple, pour la taxonomie des oiseaux. Je pense vraiment pas qu'il y aura de telles choses pour les noms communs. En tout cas, pour conclure sur le sujet, tu parlais tout à l'heure de l'Orita longue-queue. Et justement, je me disais, lorsqu'on voit la levée de boucliers de certains ornithos sur le non normalisé Orite, oui, parce qu'il a été normalisé, on l'a pas dit, mais effectivement, il a été normalisé l'année dernière. Ouais, tout à fait, c'est exact. Et par conséquent, il va maintenant être utilisé pour désigner tout le genre Aegitalos au complet, qui comprend notamment l'Orita longue-queue, qu'on connaît chez nous, mais aussi beaucoup d'espèces nord-américaines, comme par exemple la mésange buissonnière, qu'on doit maintenant appeler du coup Orite buissonnière, et tutti quanti, comme tous les confrères et consoeurs faisant partie de cette famille. On peut quand même douter, je pense, selon moi, quant à l'arrivée prochaine de phénomènes d'ampleur comme celui-ci dans la francophonie. Bien que ce genre de changement ait déjà arrivé sur certaines espèces, citer par exemple notamment le bécasso de Bonaparte qui porte maintenant le nom normalisé de bécasso à croupion blanc. Soit dit en passant, c'est un nom qui est vraiment beaucoup plus nul que celui d'avant, parce que le bécasso Cocorli a lui aussi le croupion blanc. Bécasso de Bonaparte, ça fait bébé, c'est sympa. Oui. Bon. Et après, c'est un changement qui n'aide absolument personne. Il n'y avait pas le bécasso violet aussi, qui est moins violet qu'un autre bécasso. Oui, c'est ça. En fait, il y a énormément de noms communs qui n'ont aucun sens de toute façon. C'est dommage. Oui, mais il faut changer. Après, finalement, est-ce que cette problématique de noms communs, c'est pas finalement le meilleur moyen de s'empêtrer dans un problème qui va être plutôt insoluble? Parce qu'au final, on pourra jamais en faire des listes qui vont être aussi normatives que les listes de taxonomie qu'on peut voir, notamment faites de manière scientifique, quoi, finalement. Pour la défense de l'Orite, c'était le nom qui était utilisé avant qu'on passe à mésange. Puisque c'est au 19e siècle qu'on utilisait le terme déjà Orite longicaude pour désigner la mésange à longue queue ou l'Orite à longue queue. Je trouve que c'est une petite consonance sympa aussi. Orite, c'est un peu plus c'est agréable à l'oreille en fait. J'aime. Puis ça permet aussi de marquer la différence entre le fait que ce sont des oiseaux, enfin qu'il y a des mésanges et qu'il y a aussi des oiseaux qui ressemblent à des mésanges mais qui n'en sont pas. Mais bon, voilà, Orite à longue queue. Ouais, c'est vrai, et c'est un sujet qu'on avait déjà abordé, je crois. On avait fait un épisode sur la nomenclature, si je me souviens bien, des noms normalisés, par Jimmy Godin, dont j'avais évoqué justement le cas du traquet moteux, qui n'est pas censé s'appeler traquet moteux, mais au final moteux cendré. Et en réalité, les traquets, ce sont les tariers. Le tarier pâtre aurait dû normalement s'appeler traquet tarier. Le tarier des prés aurait dû lui aussi avoir un nom différent. En fait, il y a toute une histoire comme ça de changement de nom. Il y a tout un débat au sein des ornithos pour savoir si le nom le plus ancien va être celui qui prévaut, notamment. C'est compliqué comme problème. Il y a le merle d'Amérique. Oui, qui est une grive en réalité. Qui est une grive, hein. Voilà. qui a été nommé Robin par Jean-Jacques Audubon parce qu'il ressemblait justement au joueur de nos contrées. Donc il a 3 noms. Mais ça, c'est les noms communs, c'est toujours le problème. Si t'as pas des règles strictes comme les règles de taxonomie, il y a toujours quelqu'un pour dire ouais mais non mais moi je préfère l'ancien nom donc je vais garder celui-là en fait. Oui, c'est sûr, c'est compliqué et on a du mal à s'en sortir. Passons au second sujet avec Sophie. Je terminerai allez. pour donc nous parler d'un petit sujet
Je me suis sait dit pas que de comme on quoi. était 3, Mais- j'allais prendre un sujet qui était pas trop long, comme ça fera pas un épisode de 3 heures. Et j'avais envie de parler aujourd'hui à tous ceux qui ont chez eux des perroquets, qui ont des oiseaux comme ça, qui ont besoin de pas mal de contacts, de pas mal d'interactions, d'un moyen d'être toujours occupé. Il y a une étude qui est sortie, alors c'était publié le 31 octobre 2023 dans un journal, qui est en open access d'ailleurs, donc je vous mettrai le lien dans la description, qui a été publié par IASA, donc qui est l'organisation européenne des eaux et aquariums, et qui a étudié le comportement en captivité de plusieurs haras militaires et de plusieurs hocos de Blumenbach aussi, parce que voilà, ils ont fait les deux en même temps, tant qu'à faire, et même enclos, donc allez. Et ils sont amusés à essayer de vérifier des choses qu'on sait déjà dans le milieu zoologique, mais qu'on a toujours besoin de vérifier après de manière scientifique, évidemment, qui est à quel point l'utilisation de nourriture, mais de différentes manières, peut en fait enrichir la vie de ces animaux en captivité, faire en sorte qu'ils soient plus occupés, plus stimulés, plus intéressés dans ce qui se passe autour d'eux. Et alors, ce qu'ils ont fait, c'est que, alors si vous avez des perroquets en captivité, vous savez très bien que généralement la plupart des gens qui gardent ce genre d'animaux en captivité vont se contenter de leur filer un bol de nourriture avec quelques fruits. Si vous avez de la chance, il y aura des fruits coupés dessus et peut-être un peu des légumes, si vraiment vous êtes quelqu'un qui connaît plus ou moins, qui sait comment s'occuper d'un perroquet correctement. Si c'est pas le cas, il y aura juste les graines habituelles qu'on trouve dans le commerce et puis basta. Mais tout ça, généralement, sera donné dans un bol, un unique bol qui sera dans la cage, et puis c'est tout. Et en fait, on se rend compte que ces animaux-là, ils ont besoin d'être vraiment stimulés, et ils ont besoin surtout d'avoir des comportements qui sont très proches de ce qu'il y a dans leur milieu naturel. Et dans leur milieu naturel, les haras, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se balader un peu partout, dans les arbres, à droite, à gauche, et ils vont partir à la recherche de leur nourriture. Donc ils vont partir à la recherche de fruits, ils vont partir à la recherche de graines, ils vont partir à la recherche de noix, enfin bref, d'un peu tout ce qu'ils peuvent trouver, et cette recherche va leur prendre un sacré paquet de temps dans la journée quand même, hein, c'est pas rien. Donc ça va les occuper un moment. Sauf qu'en captivité, quand vous leur donnez le bol de nourriture comme ça directement tout près, ce temps de recherche, finalement, ils l'ont pas. Ouais. Et du coup, ils vont finir par s'ennuyer, et à moins que vous soyez toujours en train d'interagir avec eux H24, ils vont finir par tourner un peu en rond. Et donc, en zoo, les gens se sont posé la question, se sont dit comment est-ce qu'on peut reproduire ce comportement en captivité. Et il y a plusieurs techniques, évidemment. Ok. Et l'une des techniques, en fait, c'est de mettre de la nourriture un peu partout dans l'enclos, de la cacher en quelque sorte, en tout cas de la poser à droite et à gauche pour qu'ils puissent se déplacer dans tout l'enclos, dans la volière, etc. Et pour aller chercher la nourriture à droite et à gauche. Ah oui, c'est vrai. Ok. Tu disais. Ah non, ça y est, je me rappelle de cette étude, je l'ai vu passer. Ah. Ouais, je l'ai vu passer. C'est pas une étude énorme, si tu veux, c'est des choses qu'on connaissait déjà, mais c'est intéressant de les voir formulées comme ça de manière plus scientifique, d'avoir vraiment une étude derrière avec des pourcentages d'activité dans la journée, avec une étude éthologique, une réelle étude éthologique derrière qui te permet vraiment de comprendre la différence entre un oiseau qui est nourri juste avec de la nourriture comme ça dans un bol et un oiseau qui est nourri avec la nourriture que tu caches un peu partout dans l'enclos, qui du coup interagit plus avec son environnement, etc. Et donc ils ont remarqué chez ces perroquets qu'en fait, quand tu cachais de la nourriture, et c'est pas seulement cacher des petits cubes de fruits qu'on mettrait habituellement dans le bol, c'est cacher des fruits entiers, de la nourriture entière, comme ce qu'ils pourraient trouver aussi dans la nature, des trucs à dépioter, si tu veux. Tout le monde sait, s'ils ont eu un perroquet, que les bestioles, elles aiment prendre quelque chose, et elles aiment le couper en morceaux, elles aiment l'attaquer avec le bec, enfin bref. C'est clair. C'est un comportement naturel, normalement, du perroquet. Et donc, quand vous cachez cette nourriture entière dans l'enclos, on observe évidemment un temps de recherche de la nourriture qui va être plus important. On passe jusqu'à 5% de leur temps entier dans l'enclos à rechercher la nourriture. Alors bon, l'enclos est pas énorme non plus, donc ça prend pas autant de temps que dans la nature, mais enfin bon, on fait ce qu'on peut, hein. Voilà. Ils passent aussi plus de temps à marcher, hein. Il y a un double du temps à marcher, à parcourir l'enclos à droite et à gauche. Ils passent moins de temps à juste rester posés sur une branche à dormir, ou du moins à rester en position de je ne bouge pas et puis je fais pas grand chose, quoi, je bulle un peu.
Et il passe moins de temps le nez dans le bol aussi, vu qu'évidemment il n'y a plus de bol, et il passe moins de temps à manipuler d'autres objets avec le bec, parce qu'évidemment il passe moins de temps à s'ennuyer. Et c'était pareil pour les Hoko de Blumenbach, parce que eux aussi ils passaient beaucoup plus de temps à se balader dans tout l'enclos pour essayer de trouver la nourriture. Ils passaient moins de temps à essayer de choper un peu tout avec le bec, au contraire, et vu qu'ils avaient déjà utilisé le bec pour se nourrir, du coup ils n'avaient plus vraiment envie d'interagir plus que ça avec le reste de l'environnement, donc c'était plutôt bien. Ok. Et dans les deux cas, il n'y avait pas de différence entre la quantité de nourriture qui était mangée si tu leur donnais ça dans un bol, ou la quantité de nourriture qui était mangée si tu leur filais ça caché dans l'enclos à droite et à gauche. Donc tu perds rien au change, ils mangent toujours autant, donc il n'y a pas de problème de nutrition derrière. Mais par contre, tu vas gagner en santé mentale, en quelque sorte, de tes animaux en captivité, vu que vraiment on va coller un peu plus au comportement naturel. Donc pour tous ceux qui ont des perroquets, voilà, c'était le petit truc d'aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez une grande cage, si vous les avez chez vous, si vous avez une volière, plutôt que de leur donner la nourriture dans un bol, comme vous le feriez d'habitude, essayez de leur filer des trucs cachés un peu à droite à gauche dans l'enclos. Vous verrez qu'ils seront beaucoup plus intéressés par ce que vous allez leur donner, et ça va vraiment les intéresser d'aller se balader à droite à gauche pour aller chercher leur repas. C'est ce qu'ils doivent faire dans la nature, c'est ce qu'ils devraient faire aussi en captivité. Donc voilà, juste le petit conseil d'aujourd'hui, pour le coup basé sur de la science, donc je trouvais ça intéressant. Alors du coup, je pense qu'il y a des particuliers qui nous écoutent, qui ont des perroquets en captivité, et parfois dans des appartements ou autres. Est-ce que tu recommandes de cacher la nourriture partout dans l'appartement jusqu'à ce que les oiseaux la retrouvent? Non, parce que l'appartement... Non, ok. Alors déjà, je conseille pas de laisser le perroquet tout seul dans un appartement sans surveillance, parce qu'il y a des tas de choses qui peuvent être dangereuses pour l'animal. Prenez un câble électrique, tout simplement. Il commence à jouer avec le câble électrique, il peut s'électrocuter. Donc, non, laissez pas un perroquet sans surveillance comme ça dans une pièce où il y a des outils qui peuvent lui faire du mal, ce serait embêtant. Mais n'hésitez pas à le sortir, par contre, si vous êtes la seule personne qui peut lui tenir compagnie. Donc, passez du temps avec lui, interagissez, jouez avec, vous pouvez lui filer la nourriture au même moment. Veillez quand même à ce qu'il ait une nutrition correcte, mais voilà, il y a moyen d'interagir avec aussi. Et par contre, procurez-vous un enclos qui est suffisamment grand pour que l'animal puisse quand même bouger à droite à gauche et que vous puissiez avoir l'opportunité de cacher les trucs à droite à gauche dans sa volière. Ça l'aidera un petit peu à passer le temps, surtout quand vous n'êtes pas là, quand vous êtes au boulot par exemple. On n'a pas forcément la possibilité d'emmener son animal avec soi au boulot, hein, donc surtout un perroquet... Il va passer 8 heures. Ça, c'est clair. Voilà. J'ai essayé, moi, d'amener un perroquet au bureau, mais j'avais d'autres conditions pour le coup. Quand vous bossez dans un zoo, c'est plus simple tout de suite. Effectivement. Et on se permet évidemment de rappeler que les perroquets sont des animaux qui ont, comme tu l'as dit, besoin d'énormément d'interaction. Hein, c'est quand même très compliqué à maintenir en captivité. C'est clairement pas une responsabilité à prendre à la légère. Ne serait-ce que déjà que pour les plus petites perruches, ce sont déjà des animaux qui sont très demandeurs, très bruyants, et évidemment, comme à chaque fois, il faut bien réfléchir lorsqu'on adopte un animal, au-delà de l'aspect amusant au début d'un oiseau capable d'imiter la voix de son propriétaire, voir autrement, est-ce qu'on est capable d'avoir assez de temps et de revenus pour qu'il se sente le mieux possible. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment... Puis quand je parlais de la nourriture tout à l'heure, c'est pareil, encore pour un chien ou un chat, on sait un peu plus ce que ça mange normalement, même si des fois il y a des gens qui s'amusent à leur donner des régimes alimentaires un petit peu curieux, mais bon, bref. Mais pour les perroquets, c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'habitude de l'animal et on n'est pas éduqué sur le bien-être du perroquet et sur ce dont il a besoin pour être bien dans sa tête et dans son corps. Et donc on va se retrouver avec des animaux qui vont finir trop gras parce qu'ils sont uniquement nourris sur des mélanges du commerce ou sur des cacahuètes ou sur des trucs qui normalement ne devraient pas trop faire partie de leur alimentation, qui n'ont jamais vu un bout d'épinard ou un bout de verdure, quelle qu'elle soit, alors que normalement ça devrait constituer quand même une grosse partie du régime alimentaire de l'animal. Bref, on est sur des choses qu'on ne sait pas forcément garder si on n'a pas fait ses recherches avant. Donc si vous avez un perroquet, si vous avez même un oiseau, n'importe lequel à la maison, pensez bien à faire vos recherches, vérifiez bien que vous savez comment lui donner le meilleur soin que vous puissiez lui apporter, puis essayez de faire en sorte que ça se passe bien. Mais ne prenez pas ça juste sur un coup de tête. Hein. C'est un animal, surtout les perroquets, ça vit des dizaines et des dizaines d'années.
va falloir aussi penser à la suite après, hein. Et c'est important. Effectivement. Certains oiseaux pourraient dépasser le centenaire, voire plus. Est-ce que tu as d'autres conseils à prodiguer sur les perroquets ou sur d'autres oiseaux qui sont maintenus en captivité? Bah, après, c'est plus au cas par cas, parce que ça dépend vraiment de l'environnement de l'animal, ça dépend de la famille, ça dépend de ce que vous voulez faire avec. Je dirais sur les perroquets, surtout sur les espèces les plus grandes. Là, on parlait des aras, par exemple. C'est des animaux qui sont très très demandeurs en interaction, évidemment, mais c'est aussi des animaux qui vont être un peu comme un petit enfant qu'il va falloir éduquer. Et si vous l'éduquez pas, j'ai eu beaucoup de cas en zoo de personnes qui après 2 ans me ramenaient leur ara, me ramenaient leur grille du Gabon, me ramenaient leur cacatoès, parce que au bout de 2 ans, vous avez ce qui s'appelle la maturité sexuelle de l'animal, et l'animal, s'il n'a pas été éduqué avant ces 2 ans, et ben il va commencer par mordre, il va hurler un peu tout le temps. Il n'a pas non plus été éduqué pour ça. Et puis il va s'attacher à une personne et il va refuser que qui que ce soit l'approche, à part lui. Et vous allez avoir des morsures, parce que le bec est quand même assez fort, hein, vous pouvez avoir des morsures assez graves. Et la famille prend peur. Ça peut sectionner un doigt. Et la famille peut facilement prendre peur et décide d'abandonner l'animal, parce que tout simplement il réagit comme un enfant qu'on n'aurait pas éduqué du tout, et qui ne sait pas vivre en communauté, ou qui n'a pas été sociabilisé du tout. Et il ne s'agit pas juste de jouer avec, il s'agit réellement d'éduquer son animal. Donc si vous ne savez pas faire ça, confiez-le à un professionnel, peut-être qu'il peut vous aider à éduquer votre animal, mais ne rejetez pas l'animal juste parce que vous n'avez pas fait votre boulot. Il faut aussi penser à ça. Voilà. Effectivement. Je sais, c'est pas très drôle, hein, mais c'est une responsabilité. Hein. Non, mais tu as totalement raison. Tu as totalement raison. Je pense qu'en France, il doit y avoir, ne serait-ce que les vétérinaires, mais il doit y avoir des associations qui doivent être spécialisées sur ces oiseaux-là. Il y a notamment des... Alors, je ne sais pas si aux bourses aux oiseaux, on peut trouver des conseils pour justement gérer l'éducation et prendre soin des oiseaux qu'on peut avoir en volière, parce que généralement ce sont des petits oiseaux qui sont gardés, mais on peut avoir des aras ou des oiseaux plus gros. Mais oui, effectivement, c'est un devoir, c'est une responsabilité d'avoir un animal, mais comme tout animal domestique, comme vous avez un chien, comme vous avez un chat, c'est aussi une responsabilité, il ne faut pas l'oublier. Exactement. Voilà. Bon bah... J'espère que ça aidera certains. Et puis si vous avez des questions, évidemment, je suis prête à répondre. Je sais que c'est parfois un sujet un peu délicat à aborder. Exactement, n'oubliez pas. Donc @leplumeux sur Twitter. Et si jamais vous voulez nous envoyer questions par mail, courrier de la Sterne @gmail.com, ou les commentaires, hein, bien évidemment, de la partie YouTube, si jamais vous écoutez ce podcast sur YouTube. Eh bien, c'est à moi du coup de terminer par un oiseau exotique. Bon, exotique, bof, hein, c'est pas non plus le plus grand oiseau exotique du monde. Je vais parler du paon. Et je vais parler d'Olaf le paon, qui aurait vécu entre 938 et 1006, et qui était un marchand surnommé le paon par sa façon de s'habiller. Alors il avait un rôle politique et social plutôt important d'après les écrits qu'on a sur lui, puisque c'est un personnage qui fait partie d'une saga islandaise qui s'appelle la saga Laxdæla, qui a été écrite au XIIIe siècle. Alors la grande majorité des sagas islandaises sont souvent considérées historiquement factuelles,
par la grande majorité des gens, sauf que les historiens se rendent compte de plus en plus que, en réalité, on est de plus en plus dans la fiction, puisque déjà ce sont des sagas qui sont écrites bien après que les éléments se soient passés, mais aussi avec énormément de contexte mythologique à apporter. Pourquoi je vous parle du Pan ? Si je vous parle de saga, je vous parle bien évidemment de... Merci beaucoup. De Viking. Il fallait répondre. Ah, fallait répondre. Je vous parle de Viking. Ah, mais c'est trop bien les Vikings. Ok. Mais vous allez me dire, mais attendez, les Vikings, ils avaient pas de pan en Islande, en Norvège. Le pan, c'est un oiseau qu'on ne trouve pas dans ces contrées-là. Oui, sauf que nos chers amis Vikings avaient, la fâcheuse tendance à être de grands commerçants. Alors bien sûr, on connaît les Vikings qui sont allés à l'ouest de l'Europe avec les premières invasions qui ont commencé en 793, mais d'autres sont partis vers l'est depuis la Baltique, parce que les Vikings c'était un peuple de marchands finalement, et l'objectif pour eux, eh bien, c'était d'accumuler les marchandises les plus rares pour pouvoir ensuite les revendre, voire pour pouvoir les conserver. Donc on a une partie des Vikings qui sont partis en Europe de l'Ouest, et on a une autre partie qui est partie en Europe de l'Est jusqu'à Constantinople, qui deviendra Istanbul, en suivant la route de Dniepr. Le Dniepr, qu'est-ce que c'est ? C'est la rivière en fait qui va suivre en fait la route jusqu'à Constantinople. Et puis vous avez une autre route qui s'appelle la route de la Volga, qui elle va mener jusqu'à Bagdad, et c'est par la mer Caspienne que des échanges commerciaux vont avoir entre l'Inde et le Moyen-Orient, et notamment la ville de Bagdad qui est un fleuron commercial, notamment au 10e, 11e siècle. Parce que le pan, je vais peut-être vous l'apprendre, ne vient pas d'Europe, il vient d'Inde. On a effectivement énormément de pans aujourd'hui en Europe, notamment dans des parcs, dans des jardins et autres qui se baladent librement. Mais en réalité, c'est un oiseau qui vient d'Inde, ça c'est pour le pan bleu. Et puis pour le pan spicifère, je trouve le nom particulièrement joli, vous en conviendrez, c'est un oiseau qui vient de l'île de Java. Alors les pans, ce sont des oiseaux qui étaient extrêmement importants, notamment en Inde à l'époque, puisque lorsqu'on commençait les grandes vadrouilles commerciales / militaires des Vikings, le pan était déjà considéré comme un animal sacré en Inde, et c'est un oiseau qui se négociait sur les marchés de l'Est, et parmi les gens qui négociaient les pans, il y avait nos fameux Vikings qui se sont attachés à cet oiseau, un oiseau qui était représenté sur différentes pièces d'argenterie, de bijouterie qu'on va retrouver par la suite. On a par exemple des colliers sur lesquels des pans sont représentés. Alors les Vikings, ils étaient vraiment fans des animaux de compagnie. Ils avaient des chiens, ils avaient des chats, ils avaient des ours. Ah oui. Et la petite anecdote, c'est que déjà ils n'étaient pas nombreux à posséder des ours, parce que la grande majorité du temps c'était des animaux qui saccageaient un petit peu tout, et donc tout le monde était un peu en mode ton ours il est bien sympa, mais va peut-être falloir que tu le mettes un peu ailleurs, hein. Et ils avaient des pans parmi les oiseaux qu'ils utilisaient. Ils utilisaient notamment les corbeaux pour la navigation notamment, et puis le pan qui était un signe de richesse, de pouvoir et d'un changement de statut. Autrement dit, posséder un pan faisait de vous un viking, un commerçant riche, lorsque vous rameniez cet oiseau en Norvège ou en Irlande par exemple. Et justement, on le sait par rapport à cette saga donc d'Olaf le Pan, mais on sait aussi qu'il y a des pans qui ont été gardés lors de cette période, parce qu'on a trouvé, on est en 1986, on est dans les années 80 en tout cas, un bateau qui s'appelle le bateau Gokstad, qui aurait été réalisé aux environs de 890, qui aurait été brûlé aux environs de 900. C'est un bateau qui pouvait accueillir 34 personnes, un bateau funéraire qu'on enterrait. Donc
on a beaucoup cette image du bateau justement qu'on fait voguer, qu'on enflamme pour enterrer, comment dire, pour immortaliser le décès de certaines personnes dans la communauté viking, mais on enterrait aussi les bateaux, visiblement. Et ce bateau, il appartenait donc à Olafur Gersaldolf. J'ai mis environ 45 minutes pour essayer de bien prononcer ce nom tout à l'heure. Il faut savoir que sur ce bateau, on a trouvé 2 squelettes de Pan. 2 squelettes de Pan et des plumes. Qui ont été conservés, puisque, je vous rappelle, le bateau n'a pas été brûlé, le bateau a été enseveli. Et c'est comme ça qu'on sait que l'oiseau, le paon, est un oiseau extrêmement important pour les Vikings. J'ai trouvé cette anecdote dans un livre que je suis en train de lire sur la Scandinavie et l'Arctique, et je trouvais ça vraiment, vraiment très très sympa, parce que quand j'ai vu le nom, j'ai fait « Attends, le paon... Et normalement, ça vient pas de Norvège, ça vient pas de Suède. Donc du coup, voilà, je vous ai résumé cette petite histoire que j'espère vous avez apprécié, le paon des Vikings. C'est vraiment une super anecdote. Alors je suis quand même très étonné de par la résilience des pans. Je veux dire que des animaux comme ça puissent faire le trajet de l'Inde jusqu'en Scandinavie, c'est quand même pas commun. Alors du coup, ce que je me demande, ce serait peut-être comment les Vikings faisaient pour s'en occuper comment ils faisaient pour résister à ce trajet. Voilà, j'ai 1000 questions qui me viennent en tête. Et j'ai 1000 je ne sais pas à te dire. Parce que c'est très très compliqué de trouver des informations. Comme je l'ai dit, les sagas sont des comment dire, la grande majorité des récits de fiction. Les seules informations qu'on a, outre les sagas, ce sont effectivement tous les vestiges que l'on peut trouver de l'ère viking. Mais savoir comment ils s'en occupaient, savoir comment ils les conservaient, comment ils étaient considérés, je n'en ai strictement aucune idée. Vraiment. Je pense qu'il faudrait peut-être faire des recherches du côté islandais ou norvégien pour peut-être avoir des informations là-dessus. Mais ce ne sont pas des informations que j'ai pu trouver facilement sur Internet. J'ai pas trouvé beaucoup d'informations sur la question du paon qui était présent chez les Vikings. Donc ça fait partie de ces choses qui sont assez intéressantes à étudier. Ça me fait penser à une histoire en 1230, donc on a 200 ans plus tard à peu près, où on a un cacatoès à huppe jaune qui a été immortalisé dans le De Arti Vinandi Comavibus de Frédéric II de Hohenstaufen, qui est l'un des parents de la fauconnerie. Cet oiseau lui avait été montré en Égypte, alors que le cacatoès jaune est un oiseau que l'on trouve en Australie et dans la péninsule de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc voilà, ça montre l'étendue des routes commerciales, et ça montre aussi l'inconnu qu'on a aussi sur les routes commerciales qu'il y avait à l'époque, parce que ça se trouve il y a peut-être d'autres oiseaux encore plus exotiques que gardaient les Vikings, mais malheureusement on ne le saura jamais. Ah si, il faut retrouver un bateau avec des trucs enfouis. Oh bah bon courage, allez c'est parti. Billet crever pour la Norvège. On prend la pelle. Allez. Par contre, je suis pas sûr qu'une pelle ça suffise. Il était enterré à je ne sais plus combien de mètres sous terre, mais je crois qu'il était enterré très très fortement ce bateau. D'ailleurs, pour la petite histoire, c'est un des bateaux. D'ailleurs, j'ai dit 1986, c'est 1886. Pour la petite histoire, c'est l'un de ces bateaux parce qu'il est conservé aujourd'hui au musée d'Oslo, le musée des bateaux vikings d'Oslo. C'est un de ces navires qui a permis de donner, on va dire, la forme que l'on connaît des bateaux vikings, que l'on nomme de manière très fausse les dracars, que l'on nomme de manière plus correcte les landskip, mais en réalité il y avait plusieurs bateaux, et là vu la taille et vu ce qu'on a trouvé, vu la taille du navire, on était peut-être davantage sur un knarr, donc un bateau qui servait davantage au commerce pour le coup. Voilà. Ce qui semble logique, du coup, s'il avait des pans, que tu dis que c'était plus les commerciaux qui récupéraient ces oiseaux-là, du coup, ça semble logique. Oui,
sauf que d'après ce que j'ai trouvé comme information, Olafur Gerstaldoff était apparemment un roi, voilà, qui oui. faisait partie d'une maison. Donc peut-être que c'est effectivement quelqu'un qui a eu la possibilité de bénéficier de ces oiseaux ou de les acheter ou de les obtenir Oui, c'est lorsqu'il des a faits commercé offrir, ouais, peut-être tout simplement. avec des vikings. Peut-être se les ait fait tout simplement offrir. Mm. C'est pas impossible aussi. Mais voilà donc pour cette anecdote sur les vikings, parce qu'on parle souvent des corbeaux d'Odin, mais il n'y avait pas que les corbeaux d'Odin. Il y avait aussi d'autres oiseaux très très Ah, trop bien. très 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 sympas. C'est une jolie histoire. Euh, Ah, c'est fantastique. chouette. Les oiseaux qui voyagent bien. Je pense que ça devait pas être si difficile que ça à ramener des pans, parce que c'est des animaux qui s'adaptent très bien à des températures assez basses, finalement. Mm. Et puis, c'est un peu comme une grosse poule, quoi. Tu lui donnes du grain et ça marche. Ils savent Ah, vite, mais- Après, je pense qu'ils utilisaient du coup, parce que une partie de ta question, partie de ta question, Victor, pardon, c'était de savoir comment ils faisaient pour ramener les pans. Il y avait deux routes. Il y avait une route interne, donc une route qui passait par les montagnes, je pense de l'Oural, et qui devait arriver jusqu'en Inde. Et puis il y avait la traversée du golfe Persique et de la mer d'Arabie, et je pense que c'était beaucoup plus rapide de faire la traversée de la mer d'Arabie et du golfe Persique, et de là remonter jusqu'à Bagdad, qui était à quelques peut-être dizaines, voire petites centaines de kilomètres de l'avant-poste. Donc je pense que c'était plus rapide pour eux. Après, les Vikings devaient tous se retaper à pied jusqu'en Norvège. Donc, est-ce qu'il y avait des comptoirs Vikings qui existaient? Je ne sais pas, peut-être. On sait que les Vikings étaient des personnes qui, en Europe de l'Est en tout cas, s'accommodaient très facilement des traditions et des différentes religions qui pouvaient cohabiter. Donc c'est possible. Si vous êtes expert des Vikings, n'hésitez pas à nous en dire davantage, parce qu'on serait effectivement très intéressé d'en apprendre davantage. Mais il me Ouais, semble tout à qu'ils fait. avaient effectivement fondé quelques villes à droite et à gauche pour Mm. leur commerce. La ville de Kiev notamment, Mm. en Ukraine, la ville de Kiev qui effectivement du nom d'un monsieur dont j'ai oublié le nom, Kifnon Rus, si je prononce bien, voilà. Donc D'accord. qui aurait fondé la ville de Kiev. Pareil, je peux dire des bêtises, n'hésitez pas à me corriger si jamais vous passez par là. Eh bien voilà, c'est la fin de cet épisode du Courrier de la Sterne, le dernier de la saison 1. Merci infiniment Victor d'avoir été présent. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Déjà de revenir dans la saison 2. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de tes aventures? Ben, ma foi, de reprendre un peu les sorties ornithologiques. C'est vrai qu'en hiver, forcément, il y a moins d'espèces à aller voir. Et oui, plein de nouvelles sorties, plein de nouvelles coches en cette nouvelle année. Un cocheur. Et oui, c'est vrai que c'est un cocheur. Attention. C'est aussi pour ça qu'il ne fait plus partie du Courrier de la Sterne. C'est parce que c'est un cocheur. Oh, c'est pas sympa ça quand même. Même au sein de la communauté ornithologique, il y a des discriminations. Non, je peux pas y croire. Non, impossible. Ah mon dieu. On plaisante bien sûr, hein, on plaisante évidemment. Oui, bah oui. Bon, Victor, en tout cas, Bien tu sûr. seras toujours le bienvenu si jamais tu veux participer de temps en temps à un épisode du Courrier de la Sterne, nous faire part de tes découvertes. Sophie, un grand merci à toi également d'avoir participé. Est-ce que tu veux rajouter un dernier mot? Nous, on se retrouve la semaine prochaine, bien évidemment. Hein. Ah ben oui, et comme toutes les semaines du coup maintenant. Mais Victor, Exactement. c'était un plaisir de te rencontrer. Hein. À la prochaine Plaisir fois, on espère. partagé. Oui, pas de souci, bien sûr. Et bah du coup à bientôt, peut-être.
Effectivement. Et puis, eh bien, chers auditeurs, chères auditrices, n'hésitez pas évidemment à partager cet épisode. N'hésitez pas à regarder les précédents, notamment les premiers avec Victor, parce qu'on n'a pas beaucoup de vues sur les premiers épisodes et ils sont très cool. Malheureusement. On vous invite à aller les voir. Non, en vrai, les sujets qu'on aborde sont vachement cool. N'hésitez pas si vous êtes curieux à aller les découvrir. Vous nous retrouvez bien évidemment sur Twitter, @podcdls, @leplumeux si vous voulez retrouver Sophie, @necheku si vous voulez me retrouver moi, NECHEKU. Si vous avez des questions, courrier de la sterne @gmail.com ou les commentaires YouTube. Je vous rappelle aussi qu'on est sur Spotify, sur Deezer, sur Google Podcast et sur plein d'autres plateformes. Et sur iTunes. Et oui, puisque nous avons réussi enfin à arriver sur les plateformes d'Apple, truc que je voulais faire depuis la première saison. Victor le sait. Et bien Victor, nous avons réussi à atteindre cet objectif. Merci à vous deux, merci à tous et à toutes d'avoir suivi ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Et rendez-vous l'année prochaine, en gros la semaine prochaine. Salut à tous, salut à toutes. Salut tout le monde.